Bienvenue à la formation Biais inconscient et recrutement inclusif. Ce deuxième module vous permettra de saisir l'impact des biais inconscients sur nos décisions durant le processus d'embauche et de vous familiariser avec certains des biais inconscients les plus fréquents dans ce contexte. Les travaux de recherche scientifique ont permis de recenser plus de 100 types de biais inconscients. Dans ce deuxième module, il sera question des 6 biais les plus fréquents au contexte d'embauche. Mais enfin, c'est quoi un biais inconscient? La recherche en neurosciences montre que chaque seconde, nos sens captent et nous font parvenir des millions d'informations. Or, notre cerveau n'est pas capable de traiter toutes ces informations à la même vitesse. C'est la raison pour laquelle il crée des raccourcis, c'est-à-dire qu'il crée des réponses automatiques afin de nous aider à prendre des décisions rapidement au quotidien. Ces opérations cognitives échappent à notre contrôle, peuvent même être contraires à nos valeurs et à nos croyances et influencent fortement les jugements et les décisions que nous sommes amenés à faire ou à prendre concernant d'autres personnes. C'est ce que l'on appelle des biais inconscients ou implicites. L'influence des biais inconscients est plus forte quand la décision se fait dans des situations de stress, de fatigue et d'urgence, quand elle suppose une prise de risque importante, quand il faut assimiler une masse d'informations dans un temps limité, ou au contraire quand il faut décider avec peu d'informations dans un temps limité. Toutes ces conditions se retrouvent en contexte d'embauche, au moment de la présélection. Vous avez peu de temps pour prendre connaissance de toutes les candidatures reçues, pour les évaluer et pour décider des personnes qui seront invitées en entrevue. Également, vous devez vous faire une idée des qualités et des compétences de chaque personne avec les seules informations contenues dans leur CV et dans leur lettre de présentation. Au moment de l'entrevue de sélection, non seulement vous avez un temps limité pour connaître chaque personne candidate, mais en plus, les entrevues font émerger de nombreuses informations sur les compétences et les qualités des personnes candidates. Au moment de la sélection finale, là aussi, le temps de la délibération est limité. La décision comporte une prise de risque pour votre département ou votre service, mais également pour vous qui serez amené à collaborer avec la personne retenue. Si les biais inconscients ont l'avantage de nous aider à prendre des décisions dans de telles situations, le problème, c'est qu'ils viennent teinter nos jugements et ils ne garantissent pas une décision objective et sans discrimination. Pourquoi ? Tout simplement parce que nos biais sont façonnés par nos groupes d'appartenance, nos cercles sociaux, notre éducation, les expériences que nous avons vécues, les institutions et les discours dominants dans notre société, les rapports de pouvoir dans la société ou encore par les médias. Par conséquent, si nos choix en matière de recrutement sont influencés par nos biais, alors il y a de fortes chances que nos choix nuisent de manière disproportionnée à l'embauche des femmes, des minorités visibles, des minorités ethniques, des personnes autochtones et des personnes en situation de handicap. Voici maintenant les 6 biais inconscients qui peuvent se manifester en contexte d'embauche. Le biais de similarité se manifeste très facilement au moment d'évaluer des candidatures. Ce biais renvoie à la tendance à valoriser et à juger plus favorablement les personnes qui nous ressemblent. Par exemple, au moment de la présélection des candidatures, nous pouvons favoriser inconsciemment les personnes avec un parcours académique ou des caractéristiques socio-démographiques qui sont semblables aux nôtres. Il peut s'agir de la même université, de la même identité de genre ou encore des mêmes origines ethno-culturelles ou sociales. Le stéréotype est un autre biais inconscient très fréquent en contexte d'embauche. Il désigne la généralisation excessive et le fait de réduire un individu au cliché de son supposé groupe d'appartenance. Les femmes, les minorités visibles, les minorités ethniques, les personnes autochtones et les personnes en situation de handicap sont particulièrement visées par les stéréotypes. En contexte d'embauche, cela peut se manifester par le fait d'écarter les candidatures de femmes ou de personnes se déclarant en situation de handicap parce que, dans le premier cas, nous pouvons douter, plus ou moins consciemment, de leur capacité à résister à la pression. Et parce que, dans le second cas, nous pouvons douter de leur capacité à être autonomes et efficaces dans leurs tâches. L'effet de contraste, c'est un autre biais inconscient qui mérite d'être connu. Il renvoie à notre tendance naturelle à la comparaison, plus précisément à notre propension à évaluer une personne en se basant sur les caractéristiques des autres individus.
En contexte de présélection, cela peut se traduire par le fait que la candidature d'une personne soit évaluée plus favorablement qu'elle ne le devrait parce qu'elle fait suite à une candidature jugée décevante. Ou à l'inverse, à juger moins favorablement un candidat parce que son dossier a été examiné juste après une candidature considérée de haute qualité. L'effet de halo, fréquent en contexte d'embauche, désigne notre tendance à former un jugement global favorable ou défavorable sur quelqu'un en nous basant sur une qualité, une aptitude ou un défaut que nous attribuons à cette personne. Par exemple, en contexte de présélection, l'effet de halo peut consister à juger moins favorablement une candidate parce qu'elle a mis 6 ans à obtenir son baccalauréat. En contexte d'entrevue-sélection, l'effet de halo peut se manifester par le fait de juger plus favorablement un candidat qui est très à l'aise de s'exprimer à l'oral. Également fréquent en contexte d'embauche, le biais de prototype se manifeste par la création d'idées préconçues définissant à l'avance la personne qu'on voudrait recruter pour ce poste. Cela tend à créer des attentes qui dépassent les besoins réels du poste. Par exemple, même si elles répondent aux exigences minimales requises, les candidatures peuvent se retrouver écartées. Parce que l'image que l'on a d'une personne enseignant l'éducation physique n'est pas nécessairement celle d'une femme ou d'une personne en situation de handicap. Ou parce que l'image que nous avons d'une personne qui enseigne la littérature n'est pas celle d'une personne issue de minorités visibles ou ethniques. Enfin, le biais de première impression figure aussi parmi les raccourcis cognitifs très présents en contexte d'embauche. La première impression sur une personne peut découler d'une apparence physique, d'un accent, d'un style vestimentaire, d'une gestuelle, d'une façon de se tenir, d'une manière de parler. Or, notre première impression sur un individu est déterminante dans le jugement que nous pouvons nous faire de lui. Cela vient teinter notre objectivité au moment d'évaluer les personnes candidates. Par exemple, en contexte d'entrevue de sélection, nous pouvons avoir tendance à accorder moins de visibilité aux personnes qui ont un accent français et qui n'ont pas le français comme langue maternelle, qu'il s'agisse de personnes autochtones, de personnes originaires d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine. De la même manière, nous pourrions juger de manière inéquitable une personne candidate qui ne sourit pas durant l'entrevue de sélection. Évidemment, dans la réalité, il est souvent difficile de distinguer les biais conscients qui peuvent influencer une décision parce qu'ils peuvent s'imbriquer et parce que leurs effets peuvent se renforcer. Par exemple, le portrait que nous faisons inconsciemment de la personne parfaite pour le poste, biais de prototype, ou encore la première impression que nous avons de quelqu'un, biais de première impression, peuvent être étroitement liés aux idées préconçues et aux clichés que nous avons sur les femmes, les personnes en situation de handicap, les personnes autochtones, les minorités visibles et ethniques, stéréotypes. Par ailleurs, il est important de préciser que les biais inconscients, quels qu'ils soient, ne sont pas inséparables des rapports de pouvoir asymétriques qui persistent dans notre société. Par exemple, la valorisation des personnes qui nous ressemblent, le biais de similarité, s'arrête souvent là où commence la valorisation de celles qui sont considérées comme la norme ou érigées en modèle. Autrement dit, dans un contexte de masculinité, la blancheté, l'hétérosexualité et la capacité sont considérés comme la norme et sont associés à l'image de réussite, nos décisions tendront à être favorables aux personnes de genre masculin, blanche, hétérosexuelle, en santé ou sans handicap visible. Autre exemple, notre propension à comparer les personnes candidates entre elles, l'effet de contraste, plutôt que de les évaluer seulement sur la base des exigences requises, tendra davantage à nuire aux personnes issues des 5 groupes sous-représentés ou désavantagés. En effet, les stéréotypes sexistes, racistes ou autres que nous pouvons avoir sur les personnes nous conduiront inconsciemment à les évaluer moins favorablement que les autres ou à nous montrer plus exigeants ou exigeantes envers elles. Pour terminer ce module, nous vous invitons à identifier le ou les biais auxquels renvoie chacune des 3 situations présentées.